Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le mardi 13 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Anne Marchand. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine au programme de votre épisode du jour. Delhaize inaugure un tout nouveau centre de distribution orienté dans la préparation de commandes. On a une croissance à 2 chiffres chaque année sur les dernières années, donc on se devait au fait de continuer à subvenir à la demande de nos clients. Une trêve est déclarée dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. J'imagine bien une situation où on va revenir à peu près à des tarifs qui vont rester à une trentaine de pourcents de la part des États-Unis, peut-être un peu moins de la Chine. Dans la suite, retrouvez le projet de taxe des plus-values et nous terminerons notre épisode avec l'expert boursier pour un coup d'œil sur le secteur du luxe. Z sur 7 à la une. Ce lundi, Delhaize a levé le rideau sur son tout nouveau centre de distribution à Forêt, en région bruxelloise. Un site impressionnant de près de 20 000 mètres carrés, entièrement dédié à son activité e-commerce. Objectif, accélérer la préparation des commandes passées en ligne, qu'elles soient livrées à domicile ou en magasin. Sur place, pas moins de 15 000 produits différents passeront chaque jour entre les mains des équipes logistiques. Écoutez Jennifer Nemry pour Delhaize. Les services en ligne connaissent une croissance qui est spectaculaire. Chez Delhaize, on ne déroge pas à la règle. Ça veut dire qu'on croit on a une croissance à 2 chiffres chaque année sur les dernières années. Donc on se devait au fait de continuer à subvenir à la demande de nos clients. Jusqu'ici, c'était le site de Puurs, près d'Anvers, qui gérait l'essentiel des commandes en ligne. Mais ces dernières années, la demande a explosé et le site tournait à plein régime. Il fallait donc de l'espace en plus et surtout un nouvel outil logistique capable de suivre le rythme. Aujourd'hui, on sert plus de 25 000 commandes chaque semaine. On est arrivé au maximum des capacités de Puurs. Ce sont ces 25 000 commandes. Ici, à terme, le but, c'est également de pouvoir traiter 25 000 commandes. Ça veut dire ce site va nous permettre de doubler nos capacités pour répondre à la fois à notre service de livraison à domicile, mais aussi nos retraits en magasin. Sur le créneau de la livraison à domicile, Delhaize reste le leader incontesté en Belgique. Mais côté retrait en magasin, l'enseigne au Lyon arrive en 2e position, derrière Colruyt et son service Collect & Go. Avec cet investissement de 53 millions d'euros, Delhaize ne cache pas ses ambitions, reprendre la tête aussi bien en logistique qu'en part de marché. Un investissement qui doit également permettre la création de plusieurs centaines d'emplois. Au maximum des capacités du centre de distribution ici, 400 nouveaux emplois seront créés. On parle de fonctions administratives, mais on parle évidemment surtout de fonctions opérationnelles. Et les 2 types de fonctions prépondérants, c'est les préparateurs de commandes et les livreurs les chauffeurs pour la livraison à domicile. La construction a été réalisée avec Montea sur l'ancien site de Lipton. Une reconversion jugée exemplaire par les autorités qui espèrent qu'elle en inspirera d'autres. On pense évidemment à l'ancienne usine Audi Forêt, située juste à côté. Z sur 7 à la une. Nouveau rebondissement dans la guerre commerciale menée par le président américain. Après 2 jours de discussions à Genève, la Chine et les États-Unis ont annoncé geler pour 90 jours la plupart des droits de douane réciproques. Les taxes sur les produits chinois vers les États-Unis tombent de 145% à 30%. Celles sur les exportations américaines vers la Chine passent de 125% à 10%. Donald Trump ne perd pas la face, mais difficile de parler de victoire. C'est un vrai recul stratégique. Gonzague van Orenberg, professeur d'économie à l'UC Louvain. C'était une position qui était difficilement tenable parce qu'ils importent énormément de la Chine des biens qui sont importants pour les consommateurs américains, notamment les plus pauvres. Et on a aussi beaucoup d'importations de téléphones, d'ordinateurs. Il y a 80% de ces biens qui viennent de Chine. Donc à partir du moment où vous mettez 145% de droits de douane, ça va augmenter énormément les prix de ces biens. C'est une position qui politiquement allait être difficilement tenable pour Donald Trump. Du côté américain, ce sont surtout les secteurs agricoles, avec le soja et le maïs en tête, qui ont encaissé le choc des représailles chinoises. Une riposte rendue possible par la puissance de feu économique de Pékin. La Chine,
deuxième économie mondiale, ne manque pas de levier. Elle détient plus de 2% de la dette américaine et garde cette carte stratégique en réserve. On a déjà vu que la Chine avait restreint un peu les exportations de terres rares vers les États-Unis avec des conditions de licence qui sont plus compliquées. Elle pourrait aussi tourner la vis encore plus pour limiter totalement les exportations de terres rares vers les États-Unis. Et ça, c'est des biens qui sont juste produits par la Chine, que seule la Chine a, et qui sont nécessaires à l'industrie de défense américaine ou l'industrie informatique américaine. Ces 90 jours de trêve ouvrent une fenêtre pour reprendre les négociations en profondeur. Selon notre expert, une nouvelle escalade semble peu probable. Les deux camps ont trop à perdre dans un nouveau bras de fer commercial. J'imagine bien une situation où on va revenir à peu près à des tarifs qui vont rester à une trentaine de pourcents de la part des États-Unis, peut-être un peu moins de la Chine. Parce que politiquement, Trump ne va pas pouvoir descendre en dessous. Il ne va pas pouvoir dire qu'on va revenir à une situation qui est encore plus favorable à la Chine qu'avant la dernière salve qu'il a tirée. Je ne pense pas qu'ils auront un intérêt à aller au-dessus non plus, parce qu'ils ont bien réalisé les coûts d'une telle guerre commerciale. Les détails sur les produits concernés par cette décision restent flous, mais l'annonce a eu un impact immédiat sur les marchés. Le prix du pétrole a bondi de 3%, tandis que la valeur de l'or a chuté de près de 2% juste après la publication du communiqué. Cette semaine, dans le Trends Tendance, nos journalistes Sébastien Buron et Baptiste Lambert font le point sur la taxe des plus-values. Des précisions et quelques surprises figurent dans l'avant-projet de loi du ministre des Finances, Yann Yambon. Première surprise, la taxation des plus-values toucherait également les assurances. Ça, c'est nouveau. C'est tout à fait nouveau. C'est c'est la surprise du chef, puisque comme vous le savez, donc cette taxation, cet impôt sur les plus-values vise les actions, qu'elles soient cotées en bourse ou pas. Elle vise aussi les obligations, elle vise les crypto-monnaies, en fait, en général, tous les actifs financiers. Et on découvre dans ce projet de loi que les assurances, certaines assurances belges et étrangères sont aussi, assurance vie, j'entends, sont aussi visées par cette taxation, par cet impôt. Donc il y a un élargissement du champ d'application, clairement. Oui, c'est ça. Alors on savait aussi qu'il y avait une exonération pour les 10 000 premiers euros gagnés. On tiendra en compte des moins-values, les plus-values historiques ne seront pas prises en compte. Il y avait un petit laïus au niveau des participations importantes, donc pour par exemple des entreprises familiales de l'ordre de 20%. Est-ce que cette exonération sera toujours là ? Alors effectivement, donc il semble y avoir eu un compromis, un terrain d'entente donc entre les positions de Vooruit, dont on sait qu'il veut absolument cette taxation des plus-values, et d'un autre côté le MR, à propos donc de ces participations substantielles, c'est-à-dire quand on détient de plus de 20% dans une entreprise, eh bien donc les propriétaires de participations substantielles, ces actionnaires bénéficieront donc d'une exonération plus importante que les 10 000 euros de base, bénéficieront d'une exonération d'1 million d'euros, donc ils seront taxés à partir d'une plus-value si celle-ci est supérieure à 1 million d'euros. En contrepartie, donc ça c'est le compromis qui a été trouvé. On calculera donc ce seuil de 20% au sein d'une même famille. Donc, je vous donne un exemple rapidement. Si vous avez un père qui est propriétaire d'une entreprise, de son entreprise qu'il a créée il y a 20 ans, il détient 11% de cette entreprise, il a 2 fils, chacun de ces 2 fils détient 5%, vous faites le total, on est à 21, donc ils seront taxés à partir de 1 million d'euros de plus-value. Ouais, c'est ça. Alors, dans le côté pratique, on ne savait pas très bien comment payer cette plus-value. Il se pourrait, en tout cas c'est ce qui se dessine, que ça soit à la source, ça veut dire que les banques alors joueraient un rôle plus important. Elles vont jouer un rôle plus actif, effectivement. C'est ce que précise ce texte en préparation. Donc, il leur appartiendra donc de prélever donc l'impôt, le précompte mobilier sur les plus-values qu'elles auront au préalable calculées sur le portefeuille du client. Donc, elles devront devoir calculer les plus-values, les moins-values, agglomérer le tout, voir s'il y a effectivement une plus-value globale qui se dégage. Et sur cette plus-value, prélever le précompte mobilier dû. Alors il y a un effet positif. Il y a un effet positif puisque ce prélèvement automatique garantit l'anonymat du propriétaire de titre. Oui. Mais dans l'autre partie, si celui qui réalise la plus-value veut être exonéré de 10 000 euros, il va devoir la revendiquer. Oui, il va devoir sortir du bois et demander cette exonération. Donc il va devoir se mettre à nu vis-à-vis du fisc et expliquer au fisc que voilà.
effectivement, il a empoché une plus-value d'autant et que cette plus-value a été générée par tel et tel titre dans un portefeuille. Donc, il va devoir un petit peu révéler son patrimoine et l'étendue de ce patrimoine. On dira quand même qu'il s'agit d'un avant-projet. Il y a encore des choses qui doivent être tranchées. Oui, des tas de choses qui doivent encore être précisées. Donc, on parle donc d'une entrée en vigueur de cette taxe pour le 1er janvier 2026, Mais bon, voilà, les banques ont déjà fait savoir pour elles, ce calendrier, c'est pas tenable. Donc, il faut un accord, je pense, au 1er juillet, c'est ça, en tout cas un accord politique. Et après, il resterait que 6 mois à mettre en œuvre jusqu'au 1er janvier. Et c'est là que les banques disent... Pour elles, c'est pas possible. Ouais, voilà. Affaire à suivre. Donc, merci. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Les marchés financiers ont été principalement boostés par la détente géopolitique. Des progrès ont été réalisés dans les discussions entre les États-Unis et la Chine. Un accord final n'est pas encore signé, mais les marchés l'attendent avec impatience. Le secteur du luxe, par exemple, sera sûrement l'un des plus vigilants à l'évolution de cette situation. Aujourd'hui, votre expert boursier est Éric Joly. Soyons honnêtes, le secteur du luxe traverse des moments difficiles. Oui, et c'est d'autant douloureux qu'il s'agit là d'un des rares secteurs dans lesquels, en tant qu'Européens, on parvient encore à exceller. Il faut savoir que pour bon nombre de nouveaux riches, un sac à main européen d'une grande marque, ça reste quand même le nec plus ultra. Malheureusement, on l'a vu récemment, les ventes n'évoluent pas dans le bon sens. Les Chinois achètent de moins en moins de produits de luxe. Et aux États-Unis, le consommateur ne sait plus à quel sein se vouer à cause, bien évidemment, de cette guerre commerciale. Il semble que toutes les marques ne soient pas affectées de la même manière par cette incertitude économique. Prenons l'exemple d'Hermès, qui a récemment détrôné LVMH de son trône de première maison de luxe. Une performance impressionnante qui témoigne de la résilience face aux turbulences économiques. Oui, c'est très intéressant. Donc, si l'on compare Hermès à LVMH, on a vu qu'LVMH a quand même lancé quelques marques qui sont plus abordables. Tandis que Hermès est resté focalisé sur les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. En fait, vous avez deux tendances dans le secteur du luxe. D'une part, vous avez ce qu'on appelle les aspirational buyers. Donc, ce sont des gens qui veulent acheter un produit de luxe avec un grand logo pour être visible, très visible. En moyenne, ces produits coûtent un peu moins cher. De l'autre côté du spectre, vous avez à l'opposé des gens qui sont à la recherche d'une grande marque avec un petit logo. Et donc, il faut bien choisir son camp et c'est ce qu'a clairement fait Hermès. Opter pour des produits moins chers n'est clairement pas la solution. Quelles autres stratégies les marques de luxe peuvent-elles adopter pour maintenir la dynamique de leurs ventes ? Mais il faut savoir que, selon plusieurs études, 60% de tous les achats qui sont effectués dans le secteur du luxe proviennent de personnes qui dépensent par an 2 750 € tout au plus. Donc, ce qu'ils peuvent faire, ces marques, c'est de se concentrer, par exemple, sur les accessoires. En termes et en prix absolu, ce n'est pas aussi cher que cela, mais les marges restent néanmoins très intéressantes et ce sont des accessoires qui sont accessibles à beaucoup plus de personnes, évidemment. Merci pour votre tour de l'actualité journalier. Merci à vous pour votre fidélité. Demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. Mais à quoi va servir cet épisode, Anne ? Voici qui referme cette édition de Z sur 7. Dans votre épisode de demain, vous retrouverez Jean-Pascal Ledoux et Peter de Keyser pour un nouveau tour de l'actualité économique. Merci d'avoir consacré un moment de votre journée à Z sur 7 et à bientôt.